Madame, Monsieur, bonsoir. Comme d'habitude, il y a une préémission, enfin vous savez, on rit beaucoup. Mais là, par contre, c'est assez sérieux. Nous parlions de la collectivité unique, du colloque du CESER, c'est bien ça, le colloque du CESER. Et vous étiez enthousiasmé par l'abondance de participation des gens, la dynamique de groupe, l'intérêt que le sujet a apporté. On commence par ça. Gabriel Gagnon et Dimas Ajo. Je vous présente, encore vous ne connaîtrez pas. Bonsoir, mais alors, on plonge. On plonge et puis on peut dire quoi. Bonsoir. Colloque du CESER. Alors, attends, j'explique. Ouais. Le CESER, c'est le Conseil économique, social et environnemental régional, qui a 40 ans d'existence et qui a fait un colloque pour connaître et comprendre la collectivité territoriale de Martinique. Ok, j'ai lancé mon sujet. Vas-y, Loulou. Vas-y, Gabi. Vas-y, Gabi. Non, c'est un colloque qui s'imposait, d'autant que les élections sont dans un an. Mars, octobre ou novembre, peu importe, mais c'est dans un an. Et qu'il fallait bien comprendre comment cela fonctionne. Comment va fonctionner cette collectivité, de quoi et comment sera-t-elle composée. Et c'est surtout le point essentiel, c'est le point de départ, comment seront élus les conseillers de l'Assemblée martinique. Ce qu'on appelle le mode de scrutin. Voilà. Le mode de scrutin bien particulier que personne ne maîtrise totalement, parce que c'est une élection qui va se passer par scrutin de liste, proportionnel, liste mixte, mais sur une circonscription unique. Alors, Marc, un petit détail. Scrutin de liste, ça veut dire que chaque parti ou chaque groupe, pas parti, groupe. On va dire alliance. Ah oui, ou alliance ouais. Présente une liste avec des noms de gens. Et on vote pour le package. On vote pour la liste. Mais attention, on est sur une circonscription unique, la Martinique. Laquelle circonscription est divisée en 4 sections. Qui sont plaqués sur les circonscriptions législatives. Il faut les nommer. Ouais. Nord, Centre-Atlantique, Fort-de-France, Sud. Ouais. C'est quelque chose qui doit nous rappeler, qui est tout frais dans notre tête, c'est sur ce mode-là, c'est copie conforme avec l'Europe. Une circonscription unique. On avait compris l'Europe, alors... Non, mais on l'avait expliqué ici, et on t'a dit qu'il fallait comprendre dès maintenant pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre maintenant, ça veut dire. Donc on vote pour une liste. Cette liste, en fait, c'est 15 candidats sur Fort-de-France, mais je trompe. Tu as dans le document. 15 sur Fort-de-France, 16 sur... Est-ce que c'est le... Oui, voilà. Fort-de-France, c'est 15 candidats sur la liste. Sur le Nord, 16 candidats. Sur le Centre-Atlantique, c'est-à-dire Robert, Trinité, Gromande, François, Lamentin, 17 candidats. Et sur le Sud, de Ducos jusqu'au Vauclin, par l'Atlantique, sinon en montant, mais Ducos c'est 3 îlets, on arrive à 16 candidats. Autrement dit, j'habite dans le Sud, je vote pour un candidat. C'est là que j'avais. Pour cette liste. J'habite dans le Sud. Je vote pour une liste qui va présenter la liste pour laquelle je vais voter. Imaginons la liste Alliance A. L'Alliance A présente une liste de candidats dans le Nord, dans le Centre-Atlantique, sur Fort-de-France dans le Sud. J'habite le Sud. Je vais voter pour la liste Alliance, mais pour la liste Alliance qui présente des candidats dans le Sud. Dans le Sud, c'est ça. Ceux pour qui je vote dans le Sud ne sont pas exactement les mêmes que ceux pour lesquels, par exemple, ton cousin qui habite dans le Nord va voter. Nous sommes d'accord. Il va voter pour la liste Alliance, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Nous sommes d'accord. Donc, il y aura des listes par section. De 64 candidats. Total, 64 candidats. Bon. Attendu qu'il faut 51 personnes dans l'Assemblée. Petite... tu vas trop vite. Petite précision quand même. Il faut que les gens imaginent une liste, non pas comme un truc qui commence par 1 et qui finit par 64. Il faut oublier ça. Il faut qu'ils imaginent une liste avec, comme si c'était 4 petits groupes, l'un à côté de l'autre. 4 modules. 4 modules. Une liste, c'est 4 modules, l'un à côté de l'autre, un pour le Nord, un pour le Centre Atlantique, un pour Fort-de-France, un pour le Sud. Voilà. Et
dans ces 4 petits groupes, là, c'est numéroté de 1 à 17, de 1 à 16, etc. Il faut qu'ils gardent ça en tête. Mais quand j'entre dans un bureau de vote, j'ai du matériel pour voter pour l'une de ces 3 ou 4 listes de 16 ou de 17 membres. Tout le monde est sur... tous les candidats de cette liste sont sur le même bulletin. Ouais. Voilà. Et puis j'oublie, pour un moment, symboliquement, enfin théoriquement, j'oublie ce qui se passe dans le Nord, j'oublie ce qui se passe dans le Sud. Je suis sur ma liste, je suis sur ma section, je suis sur... On sait pour qui on va voter dans la région dans laquelle on habite. Oui. Il faut qu'on Sachant qu'en mettant ce bulletin, on vote aussi pour ceux qui sont dans le Nord, Oui. pour ceux qui sont sur Fort-de-France ou sur le Centre-Atlantique, parce que c'est une liste qui aura des candidats non pas parce qu'il n'y a pas de siège, je ne sais pas ici, je te dis stop, on vote pour une liste et on va lui donner son nombre de sièges total, non pas sur le résultat qu'elle obtient sur la section, mais sur le résultat global qu'elle obtient sur la Martinique. Sur la circonscription. de Voilà. la Martinique. De la La Martinique. Martinique. Alors, petite précision, pour que les gens comprennent bien, au début de l'élection, dans le processus, c'est comme si c'était les régionales. Au début. D'ailleurs, tu votes pour la liste, Voilà. par exemple, Marie-Jeanne, tu votes pour la liste Letchimi, tu votes pour la liste X ou Y. Ça, c'est ton vote. Mais tu ne votes pas pour tous les candidats de la liste. Ouais. Et oui, implicitement. Ah oui. Oui, Parce que si t'as implicitement. pas le droit, tu ne peux pas enlever un nom. Oh, mettre non, tu votes Ouais. pour ce qu'on te donne. Tu as, Voilà, tu as Voilà. un petit paquet. Simplement, la seule différence, c'est que quand on a voté au régional, tu ne savais pas quel était le Pékin sur la liste qui venait du Sud. Tu ne savais pas que... Tu es tout de suite insulte. Le candidat. Non. Pékin... Sur la liste, on va être plus pédagogique, s'il te plaît. Allez, par le Pékin. c'est qui Martinique là. Quand tu votais pour les régionaux, tu votais pour une liste, mais il n'y avait pas de représentation systématique Géographique. obligatoire Il n'y géographique. a pas de représentation géographique. Voilà. Et c'est ça la différence. différence, c'est l'aspect géographique Ah, qui sur donne ce- à ça un Et aspect c'est parce qu'il y a cette D'aspect représentation géographique géographique du territoire que le- qu'on se retrouve avec une élection où il y a 4 sections. Voilà. Parce que c'était rappelé par nos éminents professeurs de droit public, Emmanuel Josse et Antoine Delblond, c'est que, rappelons-nous, nous sommes suffisamment jeunes pour s'en rappeler, tous les trois, 82, le projet d'Assemblée unique, retoqué par le Conseil constitutionnel au motif que le mode d'élection de cette Assemblée ne respectait pas la représentation territoriale de la Martinique. Tout à fait d'accord. Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel. est très chatouilleux sur ça. Voilà. Et là, ça pallie, ça Ça va aller. Bon, ce qui fait que, d'une liste, la liste A obtient 50% du suffrage au premier tour. Ah là, attends, tu vas trop vite. Alors, Parce que, bon, question. alors là, à 18h, on fait ferme, le décompte. voilà. On ferme. On dépouille. On dépouille. Et on totalise le nombre de À la suffrages préfecture, obtenus. on centralise tout ça. Mais non, je regarde trouver la préfecture, non, c'est le bureau de vote. Oui, mais oui, après on Les centralise. bureaux de vote. On totalise le nombre de suffrages obtenus par liste sur l'ensemble des bureaux de vote de la Martinique. Et cette liste A obtient, on va prendre les schémas, première hypothèse, obtient plus de 50%, mettons, 51% ou 52% Sur des suffrages exprimés sur l'ensemble des sections. de la Martinique. Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. Donc, d'autorité, elle aura 11 sièges. C'est la prime de 11 sièges donnés au On commence à vainqueur. donner sa prime, c'est Voilà, la la gagne. prime. Il donne sa prime. Et comme elle a fait 50% du suffrage exprimé, elle obtiendra 50% des 40 sièges restants à Restants. distribuer. Alors, il faut expliquer ça. Comme il y a 51 sièges, il faut le dire, 51 sièges à distribuer, on en donne 11 à celui qui arrive en tête, donc il reste 40. Et c'est ces 40-là qui vont être partagés en fonction prorata. du nombre, du pourcentage de voix que tu as eu sur l'ensemble de la Martinique. Donc, jusque-là, ça va. Liste A obtient 52% du suffrage. Elle aura 52% des 40 sièges restants à répartir. C'est-à-dire 22 sièges. 22 sièges. La liste B, mettons qu'elle fait 32, elle aura 32% de 40. 12 sièges, Et la liste C, etc. etc. D'accord? Dégressif. Sachant qu'au premier tour, les listes n'ayant pas obtenu plus de 5% des suffrages exprimés ne sont pas inscrites à la répartition des sièges. Si tu fais trop peu de voix, tu n'as pas d'élu. Alors, répétez le pourcentage, parce que mon téléphone, que j'avais pas été comme d'habitude de Ben oui, c'est extraordinaire. C'est peut-être Manque de la mauvais- liste A qui t'appelait pour te dire, manque de mauvais- soutiens-moi. Non, Manque de voilà. professionnalisme. Cas désespéré. Donc, au premier tour, est déclaré vainqueur la liste qui obtient plus de 50% du suffrage exprimé sur l'ensemble de la Martinique et ne participe pas à la répartition des sièges, liste n'ayant pas obtenu plus de 5% du suffrage exprimé.
Si personne n'obtient plus de 50% au premier tour, il y aura un second tour automatique. Ouais. Et au second tour, n'y participent que les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages. Avec une possibilité de fusion des listes. Attention, ne va pas trop vite. Pas trop vite. Restons sur 10%, tu es qualifié pour le second tour. Tu as moins de 10%. Il faut voir un micro sans là. Tu as 5% en plus, mais tu n'as pas 10%. Tu as la possibilité de fusionner avec quelqu'un qui a eu 10%. Elle a eu 10%. Voilà. Par contre, un type qui a moins de 5%, qui fait 2-3%, il est éliminé. Il ne peut pas aller au deuxième tour. Au revoir. Ok. Et au second tour, comme c'est la majorité non plus absolue, mais relative, qui compte, mais la liste qui arrive en tête obtient automatiquement 11 sièges, c'est la prime au vainqueur. Et on commence à calculer comme ce qu'on aurait fait si au premier tour. Et on répartit les 40 sièges à répartir au nombre de suffrages obtenus. Maintenant, on va entrer. Comment répartir ces sièges? Alors, la question, c'est, tu as eu, par exemple, l'exemple qu'on a pris, il a eu 52%, on lui a donné 11, il a 33 sièges. Le parti majoritaire a 33 sièges. La question qui se pose maintenant, c'est à qui on donne ces 33 sièges? Ce que Gabriel va nous expliquer. Tu as fait 48% du suffrage. Tu as droit à 40% de 40 sièges. Maintenant, on va regarder ces sections. Sur la section Fort-de-France, tu fais 60%. On va donner 60%, non pas des 40 sièges, mais 60% des 40% du suffrage que tu as obtenu. Alors, on va traduire. Tu as 33 sièges, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ok. On regarde le nombre de voix que tu as fait au total sur la Martinique, 3 listes A, et on dit combien pèse sur son nombre de voix chacune des sections dans laquelle tu avais des candidats. On fait un rapport. On fait un rapport. Donc, si par exemple... On met 30 000 voix. Tu as obtenu 30 000 voix sur la Martinique. Combien tu fais sur Fort-de-France? Voilà. Tu as fait 10 000 voix sur Fort-de-France. 10 000 voix, je te donne X% par rapport à tes 30 000. Ouais. Et là, on va te dire, ça correspond à tant de sièges que tu vas prendre sur Fort-de-France. Alors, prenons un exemple précis. Si tu as fait 10% sur Fort-de-France et tu avais 33 sièges au total, de tes suffrages. 10% de toutes tes voix, hein, ok? Si tu as fait 10% à Fort-de-France sur tes 33 sièges, tu auras 3 sièges. Si tu as fait 40% de le Nord, tu auras 12 sièges. Et c'est là que commence la grande crainte, la grande flip, la grande interrogation. C'est que l'essentiel pour une liste, au départ, c'est de gagner. Ok? J'ai gagné, c'est bien, j'ai le pouvoir. Maintenant, qui est-ce qui va aller siéger? C'est pas parce que tu es costaud, fort, leader, charismatique, avec tes zouaves, et que tu es par exemple à Fort-de-France, que tu es sûr que tous tes amis vont aller gagner. Surtout si ta participation, c'est-à-dire le nombre de votants à Fort-de-France, par exemple, est très faible. Alors là, très clairement, tu es extrêmement menacé, ta liste est extrêmement menacée par sa faible représentation à l'Assemblée. Ça, c'est terrible. On va illustrer encore plus simplement, plus brutalement. Tu fais... Allez, on va prendre même le vainqueur. Tu obtiens 40%, ou 48% ou 50% sur la Martinique. Donc tu as tes 11 plus 50% des 40 sièges. Donc, mettons, tu as 32 sièges. 32 sièges, ok. Bon, 32 sièges. Toi, tu es tête de liste. A priori. Mais ceci dit, non. Comme il est vainqueur, il a déjà les 11. Donc c'est facile, il va passer. Mais, prenons la liste numéro 2. La deuxième liste. Ouais. Tu fais 42%, 43%. Tu n'as pas les 11, donc on va donner 42% de suffrage. Comme ça correspond, on te donne, mettons, 11 sièges, 12 sièges. Ok. Tes 11 sièges, il faut les répartir sur les 4. Où tu as été le plus fort? Centre-Sud, etc. Imaginons que tu fasses 65% de tes suffrages dans le Nord. On va donner 65% de ces 40%. De ces 11 sièges. De ces 11 sièges dans le Nord. Tu fais le reste, 60, il te reste 35%, tu le fais dans le Sud. On va donner 35% dans le siège, dans le Sud. Et tu fais rien dans le centre. Et alors que tu es tête de liste. Tu es leader. Tu es leader sur le centre, mais sur le centre, tu fais 0. Tu ne vas pas à l'Assemblée. Tu vas pas à l'Assemblée. C'est terrible. Alors ça, c'est ce qui risque d'arriver, allons le dire très clairement, aux petites listes. Voilà. Okay. Quelles seront les petites listes?
On peut imaginer que s'il y a une liste d'union de la droite, elle va faire, non mais restons sur des choses raisonnables. Une liste d'union de la droite. Complète de la droite. Voilà, elle va faire entre... Que d'ici là, ils arrêtent au cancan et qu'il y a... Elle va faire entre 15 000 et 20 000 voix. OK? 15 000 ou 20 000... Répartis comment? Alors, 15 000 ou 20 000 voix. Alors, quand on fait une analyse sectorielle, géographique de ces votes, la section sur laquelle elle est la plus faible, c'est le centre. Le centre. Okay. Sur le centre, elle fait d'habitude entre 6 et 10% de toutes les voix de droite sur l'ensemble de la Martinique. Eh bien, quand tu fais 10% imaginons qu'elle fasse au max 10%, et que tu as, je dis n'importe quoi, 6 sièges. 10% de 6 sièges, c'est 0 siège. C'est 0 siège, c'est-à-dire 0,6 pour rattraper. Ça fait pas une... Donc, le premier conseil que nous pouvons donner aux leaders de petite liste, c'est de ne pas se présenter, de ne pas mettre comme leader quelqu'un qui est originaire d'une section où les gens ne votent pas pour ton parti. Ne faites pas ça, ça n'a pas de sens. Monsieur Laventure devrait se présenter. Monsieur Laventure, par exemple, s'il est tête de liste, il est d'habitude. Mais on dit ça comme ça, Non, on n'a rien contre Comme par hasard. Par hasard. Non, mais c'est un exemple concret. Tu tombes mal, je l'aime bien. C'est un exemple concret, c'est pas contre lui, mais s'il est tête de liste, il vaut mieux qu'il change de domicile, et il vaut mieux qu'il change de section, mais il n'aura pas trop de problème. Il réside à Shellshare, donc il n'a qu'à se mettre dans la liste du Nord. Et puis sans personnaliser trop les choses. Sans trop personnaliser les choses. T'aimes pas faire ça. Non, mais... Tu as raison. Non, mais les gens comprennent mieux. Pour une liste qui n'a pas les moyens de gagner les élections de la collectivité, mais qui a quand même possibilité de siéger, a un risque que si son leader se présente sur une section où effectivement il ne fait pas le maximum de ses suffrages, mais où il est le plus faible, où il est tellement faible qu'en réalité, son score sur la section où il se présente ne représente pas plus de 5%, plus de 10% de l'ensemble des sièges auxquels il a obtenu. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas avoir un élu. Donc il risque de ne pas être élu. Il faut changer de section. Mais c'est là qu'intervient notre notion. On a eu des exemples pendant l'année municipale. Autant pour précaution au DP à présent. Oui, pas c'est tôt. Parce que l'inscription sur une section où on n'est pas éligible, où on n'est pas électeur, ça risque de faire un cas d'inéligibilité comme on a connu au municipal et qui a laissé des traumatismes profonds chez nombre de personnes. Et là, il ne faut pas oublier que c'est un scrutin de liste. Donc les conséquences peuvent être encore plus... Oui. Alors, voilà. On va rentrer dans les détails. Mais pour que les gens comprennent bien, pour que le problème que Gabriel vient d'évoquer ne se pose pas, il faut être inscrit sur la liste électorale. Par exemple, si on revendique d'être leader sur le Nord, il faut être inscrit sur une liste électorale d'une ville située dans la circonscription Nord. On a compris. Bon, parlez-moi maintenant du nouveau rôle qu'aura le Conseil consultatif à venir, le CESEC. Peut-être avant de parler du rôle du nouveau Conseil consultatif. Expliquez de quoi il va être, comment il va être constitué. Oui, c'est que l'une des problématiques de ce colloque pendant 2 jours, et évidemment c'est toujours problématique, de l'équilibre des pouvoirs, de la concentration de pouvoir et de l'expression démocratique. Question de fond intéressante. Parce que nous sommes habitués que depuis 30 ans, mais on est quand même habitué à avoir 2 assemblées politiques délibérantes représentant 2 collectivités. Et on fait une seule collectivité, qui est la collectivité territoriale de Martinique. Donc, question soulevée par les sceptiques, par les opposants, mais question quand même légitime, dès lors qu'il n'y a qu'une assemblée et qu'il y aura en plus un conseil exécutif qui sera appuyé par une majorité forte d'une prime de 11 plus son nombre de sièges qu'elle obtient, l'équilibre des pouvoirs. Elle est dominante, elle fait ce qu'elle veut, elle ne compte à rendre à personne. Ça, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Il se trouve que nos éminents juristes ont fait remarquer que du fait qu'on ait eu un modèle de gouvernance qui est différent de celui de la Guyane, la Guyane a fait un modèle de gouvernance qui est égal, conseil régional, conseil général, c'est-à-dire une commission permanente représentative de la composition politique de l'Assemblée. Du panel de l'Assemblée, ok. Conseil exécutif, c'est un conseil qui sort de l'Assemblée des élus, des 51 élus de l'Assemblée Martinique, qui sortent, ils sont 9, ils sont au conseil exécutif. Qui met sa politique, un petit gouvernement. Et ils ne sont plus
Non, arrêtons ces termes. Pourquoi? Ils ne sont plus dans l'Assemblée. Ils sont en dehors de l'Assemblée. Et ils dépendent de l'Assemblée. C'est-à-dire que leur existence dépend du vote de l'Assemblée. Avec la possibilité de les mettre en... Parce que l'Assemblée aura possibilité de les renvoyer à la maison, pas de les renvoyer sur les bancs de l'Assemblée, de les renvoyer à la maison par la motion de défiance. Bon, évidemment, il y a des clauses déposées pour que cette motion de défense soit adoptée. Mais au moins, théoriquement, juridiquement, les possibilités de contrecarrer ou d'éliminer un pouvoir exécutif qui ne répond plus aux attentes de la majorité de l'Assemblée existent. Même si politiquement, les choses peuvent être différentes. L'essentiel, c'est que juridiquement, ça existe. Alors, on a déjà évoqué ça. Petit élément d'information, quand même. Pas pour contrecarrer les gens qui critiquent, hein, mais pour leur donner quand même un élément d'information. Cette fameuse prime de 11 sièges correspond grosso modo à, on va dire, 20% du nombre de sièges. Ces gens-là qui critiquent oublient une chose, c'est que dans le système actuel de l'élection du conseil régional, la liste qui arrive en tête, elle n'a pas 20%. Elle a 25%. Non. 25%. Elle a la majorité. Elle obtient la majorité des sièges. On lui donne la majorité des sièges. Et c'est ça qui est terrible, c'est que on est dans un accord de pouvoir qui est beaucoup plus destructeur que ces fameux 20%. Premier élément de réponse. Deuxième élément d'information, c'est que il n'y a pas d'assemblée et de conseil exécutif. Aujourd'hui, au conseil régional, il y a un patron qui est l'exécutif, mais dans l'Assemblée. Qui a non seulement une majorité, mais qui en plus c'est le patron de l'Assemblée et c'est le patron de l'exécutif. Et qui ne peut pas être jamais remis en cause. Très clairement, sur un certain nombre de questions qui ne dépendent pas du vote de l'Assemblée, le patron du conseil régional ou la patronne du conseil général fait ce qu'elle veut. Ce ne sera plus le cas. Ouais. Ce ne sera plus le cas. Parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que de manière très stricte, le président de l'exécutif devra faire un rapport mensuel sur son activité. Aujourd'hui, à l'Assemblée, le patron du conseil régional ne fait pas de rapport à l'Assemblée tous les mois pour dire ce qu'il fait. Il vient voir l'Assemblée pour dire, au fait, j'ai besoin d'un vote là pour faire tel truc. C'est tout. C'est une puissance totale. Oui, et puis j'ai même remarqué qu'à cette occasion, il envoie la vice-présidente en plénière. C'est le cas aussi au conseil général. Le collectif budgétaire, il va affronter les loups. Non, attends, Gérard, un juriste comme toi, il va me faire remarquer qu'il envoie la vice-présidente pour le collectif budgétaire. Mais le président de la collectivité, membre du conseil administratif, il n'a pas présidé la séance. Ça arrive où? Non, il faut le dire. Non, ne me mens pas. Là, c'est un mauvais exemple. Il y a un mauvais exemple. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens qui n'arrêtent pas de critiquer ce mode d'élection et puis le fonctionnement, j'allais dire, institutionnel, que ce qu'ils ont aujourd'hui là, c'est ça l'empire. Bon, avançons. Parlez-moi du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui va regrouper le CESE, alors le Conseil économique, social, régional, environnemental aujourd'hui existant, et le CCE qui est le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Voilà. Il va regrouper les deux et il aura une fonction quand même différenciée par rapport à maintenant. Oui, donc, c'est ce qui est nouveau. Ça, c'est toi. Il y a un élément qui est fondamental. Il faut dire aux gens de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a une assemblée qui s'appelle le conseil régional, l'assemblée du conseil régional, qui est assistée. Alors, assister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à côté, non, ça va plus loin. À côté d'elle, elle a deux conseils. Un conseil économique et social qui existe dans toute la France, et puis un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui est spécifique au DOM. Ouais. C'est Aimé Césaire qui s'est battu pour dire, attendez, on veut bien... C'est bien, il a bien relu ses fiches. On veut bien l'économie. Surtout que je n'ai rédigé une partie. On veut bien l'économie. Avance. On veut bien l'économie. Aimé Césaire a dit, on est d'accord pour que vous parliez d'économie, mais moi je veux qu'on parle aussi culture, éducation, environnement. Okay. Bon, ok. Assister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que législativement, entre guillemets, légalement, un certain nombre de décisions prises par le conseil régional ne peuvent pas l'être si les deux conseils n'ont pas donné un avis. Et s'ils ne donnent pas un avis, c'est-à-dire s'ils ne sont pas consultés tout simplement, les décisions, notamment le budget, ne sont pas votées. Attends, tu parles aujourd'hui. Non, tu as été trop vite. Aujourd'hui, oui. Elles sont obligatoirement consultées. Elles sont obligatoirement consultées. C'est ce que Mais le conseil régional, parce qu'on l'a vécu, pour l'avoir vécu, elles peuvent émettre un avis. Mais il se trouve que le conseil régional,
dans la procédure, doit entendre leur avis. Oui. Budget primitif, budget rectificatif. Ça reste formel. Mais on a déjà vu, dans l'existence du Conseil régional de Martinique, des séances budgétaires, qu'elles soient primitives, rectificatives ou administratives, où il n'y avait ni avis de l'un, ni avis de l'autre. Ouais. Bon. C'est pas légal. Ce qui est pas légal. Mais ça n'a pas d'incidence. Oui, tout à fait. La différence, c'est que le nouveau conseil consultatif unifié. Un rôle d'accompagnement. Non, c'est là qu'il sera plutôt plus assistance. Parce que maintenant, il est d'accompagnement. L'avis, lorsque le projet, tous les projets financiers, que le conseil exécutif va faire redescendre à l'Assemblée Martinique, budget primitif, rectificatif, complémentaire, compte administratif, s'il n'y a pas leur avis, il est obligatoirement accompagné de l'avis du conseil consultatif qui sera créé. S'il n'y a pas l'avis du conseil consultatif, il y aura problème de procédure et risque d'annulation. Il n'y a pas de vote. L'illégalité des décisions. L'illégalité. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose au fonctionnement démocratique? Oui, parce que d'après quand on entend les membres aujourd'hui et les juristes, c'est que le fait que tu assistes le conseil exécutif et l'Assemblée Martinique. Et que tu l'accompagnes pas simplement. Tu l'accompagnes pas, tu l'assistes, c'est-à-dire que tu peux émettre un avis, et la relation entre l'exécutif ou l'Assemblée et le conseil exécutif change dans la mesure où on peut te demander, mais argumenter, rectifier, compléter, ou pouvez-vous nous donner d'autres éléments que cette avis? Ça changera les postures, comportant une attitude. C'est-à-dire que, par exemple, le futur conseil consultatif peut déceler des erreurs structurelles. Et comme il y a séparation entre le conseil exécutif et l'Assemblée, il va dire, monsieur, je vous prends à témoin. Il y a des erreurs. Voilà. La date des élections, qui c'est qui m'explique pourquoi on suit un régime de droit commun, le décalage des élections, article 73, alors vas-y. Les élections, nous sommes collectif, conseil général, conseil régional. Mandature des élus égale à la mandature fixée par la loi. Mandature fixée jusqu'à 2015, loi adoptée en juillet 2013. Un an. Projet de réforme territoriale, réduction du nombre de régions par M. François Hollande, présenté il y a 15 jours, qui va passer au conseil d'administration l'année prochaine. Qui fait qu'on va prolonger le mandat. Et dans le premier projet sur la réduction des régions, il y aura une prolongation de mandat qui sera reportée, non pas d'un an en 2016, mais qui risque de le porter soit jusqu'à octobre, soit jusqu'à novembre 2015. Mandat conseils régionaux et mandat conseils généraux. La Martinique ayant un conseil général et un conseil régional, les conseillers généraux et les conseillers régionaux de Martinique vont suivre leur petit coup de bras. Il y a une deuxième raison. C'est que dans la loi de juillet 2011, il a été prévu. Il est marqué très clairement que les conseils territoriaux sont élus en même temps que les conseils régionaux et départementaux de l'Hexagone. Donc la Martinique est obligée de faire ses élections en même temps que les conseils régionaux de France pour son conseil territorial. Et ils sont élus en même temps pour la simple et unique raison, c'est que la collectivité territoriale de la Martinique, elle reprend toutes les compétences du conseil général et du conseil régional et qu'elle reprend tous les pouvoirs attribués aux assemblées délibérantes des deux collectivités pour lesquelles elle va remplacer en futur. Une petite nuance que vous avez dû creuser, c'est celle des communautés de communes. Là, tu vas trop vite. Je t'arrête pourquoi? Oui. Parce qu'il y a deux projets de loi en préparation dans la vision Hollande. Le premier projet de loi qui va reporter les élections à octobre ou novembre 2015, ça sera le projet portant sur les régions, donc sur la réduction du nombre de régions. Ce projet de loi n'a pas à faire l'objet d'un vote d'une réforme constitutionnelle. Mais pour les départements. Mais pour le département. C'est-à-dire que tu veux faire disparaître le département est inscrit comme une collectivité dans la Constitution, il faut réviser la Constitution. 3/5. Là, on va éviter de se prendre une claque, même au Congrès, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 3/5. Il y aura les sénatoriales en septembre. La loi va être votée, première lecture au Sénat au mois de juillet, septembre l'Assemblée peut-être, le temps il est vu au Sénat, il n'y a plus ce groupe de gauche qui va être là, mathématiquement ça c'est évident. Sénat, on traduit, le Sénat passe à droite en septembre. Il va passer, il y a des chances qu'il passe franchement à droite, ça veut dire que les 3/5, il n'y aura pas du tout. Donc c'est pas la peine d'aller se mettre dans la gueule du loup. La chose qui peut éviter une réforme constitutionnelle, c'est de jouer sur les compétences, réduire un certain nombre de compétences. On touche pas au département, il existe. Et on vit de la maison.
On peut vider la maison. On peut même réduire le nombre de conseillers généraux. On peut réduire. Sans toucher à la Constitution. On peut passer, par exemple, la Martinique. On peut faire des découpages. Le petit Lurel, là, on peut lui dire, bon, tu as décidé de garder ton conseiller général et ton conseil régional. On te fait un conseil général croupion. On reste, le département demeure, mais il n'y a plus d'assemblée délibérante. Ceci étant, sur le plan vraiment constitutionnel, non, mais il suffit de leur enlever c'est un peu difficile. Donc, ce qui va se passer, et c'est là qu'en réalité, il y a beaucoup qui n'ont pas posé la question pendant les 2 jours, c'est que la réforme territoriale menée par Hollande va du coup va répartir entre régions, communauté d'agglomération, communauté de communes, métropole, communauté de pays, bref, les pouvoirs du département. Les pouvoirs du département. Cela veut dire que la collectivité territoriale de la Martinique qui sera mise en place au moment des élections régionales et départementales à la métropole, octobre ou novembre 2015, ne sera pas la stricte fusion, comme écrit dans la loi, des compétences du département et de la région. Elle aura toutes les compétences de la région, plus les nouvelles compétences qui vont venir, mais les compétences du département, si par hasard la loi nationale aura réparti les compétences du département à d'autres communautés d'agglo, sera plus faible. Les communautés d'agglo de la Martinique, les 3 existantes, risquent d'avoir un certain nombre de compétences que la collectivité ne pourra pas avoir. Autrement dit, ça pourrait être un contre-pouvoir que certains de vrais contre-pouvoirs. C'est le contre-pouvoir sur le papier. Oui. Ceci étant, les compétences que les communautés d'agglo vont exercer, elles n'ont pas de contre-pouvoir. Ouais. Ouais. Quand on me dit contre-pouvoir, je veux bien. Mais quand la compétence, imaginons la compétence assainissement, revient aux communautés d'agglo. Chacune va faire son assainissement dans son périmètre. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'on donne aux communautés des pouvoirs réglementaires, quoi, de faire des règlements Non. Je pense pas. Non, je pense pas. Non, là, par exemple, la réduction du nombre de régions, on réduit le millefeuille, mais sur le haut, hein, on ne divise pas. Alors, il y a un élément dans le changement. Et on a bien insisté, on l'a marqué sur ce colloque, c'est le congrès des élus. Alors, il y a un truc très important, personne n'en parle, sauf Gabriel évidemment. Personne n'en parle. Le congrès des élus aujourd'hui, c'est conseillers généraux, conseillers régionaux, et puis les députés et les sénateurs. Voilà. Et ces gens-là, ils ont un impact très fort, puisqu'ils ont... Les députés et sénateurs ne font qu'assister. Oui, ils ne votent pas. Oui. Ces gens-là, ils ont eu un pouvoir, parce que c'est fini, ils ont eu un pouvoir énorme, puisqu'ils ont permis l'avènement de l'Assemblée unique. La collectivité territoriale de Martinique. La CTM. Là, maintenant, il y a un nouveau congrès, et la subtilité, elle est majeure. Conseillers territoriaux, donc les gens qu'on va élire là en 2015, plus les députés et les sénateurs, mais surtout les maires. Ah oui. Les 34 maires vont venir là. Et le rapport de force pour le Congrès n'est pas du tout celui qui a existé dans le passé. Parce que les maires, les 34 maires, alors aujourd'hui, on les néglige, on les méprise, on les critique, on se dit, bon, ces gens-là, ils n'auront pas de pouvoir. Mais là, sur le Congrès, 34 plus 51, ça fait, si je ne m'abuse, 85. Ils ont 34 de 85. Alors, avec leurs amis qui sont à l'intérieur de l'Assemblée, ils peuvent constituer une majorité différente de la majorité qui va gérer l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent convoquer un congrès. Est-ce qu'ils ont l'initiative de C'est l'Assemblée qui... C'est l'Assemblée ou le Conseil exécutif. C'est l'un des deux qui a l'initiative. Il y a un certain nombre de conseillers, un nombre de conseillers minimum pour convoquer. On convoque. Et puis, le Congrès peut décider de demander... C'est vrai, il peut demander de demander au président de la République, enfin au Premier ministre, au gouvernement, de remettre sur la table des problématiques statutaires. Par exemple, la question du 73-74 peut, avec l'ajout des maires... Oui, mais là, ça deviendrait une véritable marotte, là, en ce moment. Mais c'est une vraie possibilité démocratique. La possibilité, effectivement, parce que le Congrès se réunit sur des problématiques d'évolution institutionnelle. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même le dire, parce que ça permet de voir qu'on n'est pas bloqué. C'est pour la raison pour laquelle, quand il dit 34 maires qui vont venir s'intégrer aux 51 élus, plus les 6 parlementaires, qui, cette fois, dans le nouveau Congrès, ont droit de vote. Cela veut dire
qu'au moment de la constitution des listes pour la collectivité territoriale, tu as intérêt à prendre des maires un avec toi. maximum de maires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une raison supplémentaire. Parce que l'autre était évidente, c'est-à-dire là. Électoral. Mais là, tu as intérêt à les prendre. Pour constituer ton alliance. Parce que si tu les laisses, parce que si, jusqu'à présent, le cumul des mandats n'est pas limitatif à un seul mandat. Autant profiter pour qu'on peut avoir 2 mandats. Parce que le jour où il n'y aura qu'un seul mandat, c'est évident que le poids des maires sera extraordinaire. Bon, mais bon, l'alliance politique, on a intérêt à les prendre là. Pour la raison, effectivement, que sur la représentation territoriale, ça donne une assise et une garantie de dépasser le petit seuil de 10% de ses voix, le nombre de sièges qu'on peut obtenir sur la Martinique pour pouvoir sauvegarder quelques leaders qui peuvent souffrir. On devrait monter une boîte de conseils. Et politique. Sur le plan politique, il vaut mieux avoir... Non, donc écoutez nos émissions tous les vendredis. Et sur le plan politique, il vaut mieux avoir les maires déjà à l'intérieur de l'Assemblée Martinique, de façon à ce qu'au moment où il y a, si jamais il y a un président qui a envie de convoquer un congrès pour une évolution institutionnelle quelconque, on lui dit ça va. Il y a déjà des maires là, même s'il y aura double vote, mais c'est pas pour autant que ces maires-là pourront forcément avoir les mains libres de dire maintenant que nous sommes maires et nous votons maire, camarades, on va te faire danser la polka. On va vous remettre en cause. Bon, messieurs, on va parler de ça à nouveau. Je voudrais qu'on passe à autre chose. Un dernier mot quand même, dire la chose suivante, c'est que là ça devient sérieux. Autant... Je pense qu'on a compris ça. Non, il faut que les gens se disent, là, ça devient sérieux. Pourquoi? Pas parce qu'avant, c'était pas sérieux. Les hommes et les femmes qui auront le pouvoir politique dans quelques mois vont devoir travailler autrement. Parce que le taux, soyons un peu critiques, le taux de présence, par exemple, dans l'Assemblée, c'était... Laquelle? Au conseil général ou au conseil régional, c'est l'objet de toutes les moqueries, on le sait. Bon, pas là, M. Pagravini, pas présent, etc. Ça pourra continuer éventuellement à l'Assemblée. Mais ça n'aura pas d'impact sur l'exécutif. Parce que l'exécutif, il va faire son boulot. C'est-à-dire que les types qui vont s'extraire de l'Assemblée pour aller à l'exécutif, ils auront un travail énorme. Je voudrais citer 2 chiffres. On a une dizaine, presque une vingtaine de personnes à la commission permanente au conseil général et quasiment la même chose au conseil régional. Ça fait plus d'une trentaine de personnes qui gèrent le pays. Là, ça va être 9 personnes qui vont gérer le pays. Donc tu imagines tout le boulot qu'il y a déjà à augmenter du nombre, on ne sait pas, de compétences demandées, pas nouvelles, mais demandées, d'habilitation. Le champ de gestion qui repose sur un homme ou sur une femme sera sur les 9. De toute façon, ils sont comme ça. Mais il y a quand même un petit débat. Je vous demande qu'on passe à un autre sujet. Oui. Non, mais pour les grincheux, peut-être juste les consoler. Qu'à l'Assemblée Martinique. Moi, je compte bien revenir souvent. Oui, on va. Je vais pas en donner trop à chaque fois. Et chaque fois. Mais pour les souffrottes, les nostalgiques, les grincheux, on va juste leur dire l'Assemblée Martinique, il y aura une commission permanente. Tu veux passer à notre sujet, Jean? Moi, je vous dis une chose. Quand j'étais jeune, et certains d'entre nous, nous étions excessivement, pas moqueurs, on ne peut pas se moquer de ça, mais agacés des anciens militaires, de ces vieux qui étaient allés se battre pour la France, et puis on était avec notre nationalisme de jeunesse et imbécile, enfin, on peut l'être différemment, philosophiquement et sur le plan humain, comme on l'est maintenant, parce qu'on veut exister, quoi. Et puis je me suis rendu compte là que les dissidents qui ont été reçus à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement de Normandie étaient le reste de passé mais excessivement glorieux pour nous. Je vais les citer. Jeanne Cataillé, Léon Léopold, Eugène Jean-Baptiste, Aligné Ségor, Rémi Oligny, père de notre copain qui est policier, qui inspecteur de police, pardon. Alexandre Le Pasteur, qui était invité, qui sont allés là-bas. Moi, justement, j'étais particulièrement ému. Bon, je dois dire ça, oui. Et puis, c'est tellement rare, c'est ça. Et puis la cérémonie, à la cour du Dôme des Invalides, où on a rendu un hommage. On a découvert une plaque qui va rejoindre à l'intérieur les grands hommes, quoi. Moi, j'ai trouvé ça excessivement fort et émouvant. C'est une histoire qui devrait être apprise dans les écoles. Et puis, ce sont nos héros.
Bah, oui, il y a en Haïti tous ces ouvertures. Ici, il y a celui qui a pété la chaîne avec un coutelas. Je n'ai pas encore très bien compris comment on peut couper une chaîne d'esclave avec un coutelas. Je pense qu'il faudrait une scie à métaux. Je fais ma parenthèse. Tu vas te prendre un retour. Non, mais ça va tout, je peux rigoler. Le symbole. Il va se prendre un retour. Le symbole de celui qui a pété les chaînes, c'est avec un coutelas. On dit, bah, ou une scie à métaux. Bon, je fais ma parenthèse. Et moi, je trouve ces gens-là qui sont allés se battre contre le fascisme, qui ont rejoint le général Micro. Le général Micro, c'était De Gaulle. Moi, je trouve que ce sont nos héros. Alors, si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous, mais c'est mon opinion. Voilà. Tu veux qu'on... On veut bien t'accorder ça. En tout cas, moi... Je pourrais dire difficilement le contraire, je suis fils de dissident. Ouais. Bon, mais voilà. Bon. Enfin, alors, je ne sais pas, il va vous piquer. Non, mais tu sais, parce qu'on est concerné. Les dissidents, c'est des gens qui sont partis, notamment beaucoup de Grand-Rivière. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il fallait qu'il la ramène. Il faut le dire. Non, la population riveraine a quand même aidé, accompagné, transporté les dissidents. Entre deux actes de contrebande. Ben oui, il fallait bien vivre quand même. Non, ça c'est le débarquement de Normandie, mais bon, pour la vérité historique, il y a dû y avoir un seul dissident qui a participé réellement au débarquement de Normandie. Simplement, c'est que le geste est symbolique parce qu'en fait, où les dissidents vraiment ont débarqué, ils ont débarqué avec les FFL en Provence et Italie, bon, l'Afrique du Nord au préalable, et c'est là qu'ils ont fait toute leur montée. Et Normandie, il y a quelques-uns peut-être qui étaient aviateurs aussi. Je pense à un des frères d'armes de mon père qui était dissident. Ils ont fait des dissidents ensemble, qui se retrouvaient dans la fameuse escadron Normandie-Yémen. Mais ces dissidents-là, c'est un combat, c'est l'aboutissement d'un combat de ces dissidents, notamment je pense à Henri Joseph, à Rio Lénon, qui se sont battus pour réhabiliter la mémoire des dissidents du BA1. Ouais, j'insiste beaucoup parce que les dissidents, la Martinique a été dissidente, oui, en 1943, et la Martinique dissidente, c'est le BA5, le bataillon des Antilles numéro 5. Mais les dissidents, ceux qui ont pris les risques, qui sont partis, qui ont traversé le canal de Dominique ou le canal de Sainte-Lucie, pour se retrouver engagés en FFL, formés aux États-Unis, à Fort Dix notamment, et ensuite qu'on fait toute le périple. Pas tous, hein. N'oublie pas tous. Il y a une bonne partie qui sont restés aux États-Unis. Mais bon, c'était mineur par rapport à l'ensemble. Ces gens-là, c'était le BA1, ils ont été ensuite enrôlés dans les différentes troupes, deuxième BD, première armée avec de l'AT, etc. C'est eux le corps du noyau. Et si la Martinique est passée à dissidence en 1943 avec le Grand Tourné, puis a fait le BA5, c'est parce qu'il y avait ces premiers-là. Or, il se trouve qu'à l'issue de la guerre, la première reconnaissance de la Martinique participant à la libération de la France, ça a été fait par honorer le BA5 officiellement. On avait oublié les BA1. Or, c'est eux. Tous ces, Rémi Elouni notamment, c'était le BA1. Et Mme Cataillé était, on l'a été honorée parce qu'elle était du BA, c'est bien précis, était du BA5. Donc c'est déjà, il y a une différence. Pour autant, l'engagement est le même. BA5, il y a un célèbre, Frantz Fanon, qui est du BA5. Frantz Fanon, le BA5, du BA5, du BA1 se sont retrouvés sur les champs de bataille. Marcel Manville aussi. Marcel Manville se sont retrouvés. Bon, je crois savoir qu'à Lyon, il y en a quelques-uns qui ont échangé des lits le soir parce que le porte est au front, bon, tu vas dormir dans mon lit. Tiens, parce que mon gars est viré après. Bon. Et puis il pas viré. Oui, j'ai viré, c'est papa moi, sinon on me battait là. Bon. Par exemple. Bon, c'est le. Vous avez un micro quoi? Fais des mouvements. Alors, pendant qu'il remet son micro, il y a quand même un élément qui est essentiel, et on va dire que c'est tendance. C'est que les Martiniquais commencent à intégrer le fait qu'ils ont participé de manière forte à l'histoire contemporaine, parce que les historiens nous rabâchent, tu sais, avant 1848, un peu 1848, l'histoire contemporaine. Et aujourd'hui, quand on identifie les anciens combattants, et ça, on n'en parle pas pour l'instant, mais on va en parler. Moi, j'ai rencontré des anciens combattants à Sainte-Anne, et j'ai vu des types qui étaient jeunes. Je me suis dit, c'est bizarre ça, des anciens combattants jeunes, parce que dans notre tête c'est 14-18 et puis 39-45. Non, il y a eu d'autres guerres. Il y a eu d'autres guerres, l'Algérie notamment. Et les campagnes de... Et ça c'est un élément de l'histoire
qu'il nous faudra raconter. Intégrer. Et ils sont là. Et ce sont des gens qui travaillent. Le 24 juin 1943, à Fort-de-France, des dissidents déposent une gerbe au monument aux morts de la guerre de 14 et de la France libre. On va le faire, hein, sous l'amiral Robert, en pleine... 4 mois avant que des résistants ne le fassent, à Oyonnax, le 11 novembre 1943. Tout à fait. Nous pas si il est ça. Hein. La Martinique se soulève alors contre l'amiral Robert et les Antilles rallient le combat du général Micro, je te cite, l'homme de l'appel du 18 juin que leurs frères dissidents ont rejoint par la mer. Entre octobre 42 et juin 43, 5 convois rejoignent Fort Dix, comme tu as dit, aux États-Unis. Quelques 5000 Antillais et Guyanais, c'est colossal, ont ainsi intégré les différents bataillons et ils ont combattu à Monte Cassino, en Alsace à Erbsheim, en Syrie, en Libye, à Bir Hakeim, en Tunisie dans les Vosges et pour la libération de Royan. Certains même, comme tu le disais tout à l'heure, comme Guy Corneli, ont débarqué à Ouestram, ça se prononce comme ça, Ouestréham, le 6 juin 1944. 1% de il y a eu 2000 et quelques, un peu plus de 2000 Martiniquais. De l'époque, c'est 1% de la population. Ouais. 1% de la population, prenons l'exemple de la population actuelle en France, ça voudrait dire que 650 000 Français partent pour défendre la France, etc. Il faut mesurer l'impact. C'est le poids. C'est énorme. Il n'y a pas eu 650 000 FFL ou FFI réunis. Non. Et c'est vraiment pour... Chaque fois, nous contribuons... Pourquoi il a fait attendre 2009 pour que c'était qui donne la Légion d'honneur à certains d'entre eux? C'était Nicolas Sarkozy qui avait donné la Légion d'honneur au dernier. Pourquoi il a fait attendre tant de temps pour qu'on puisse reconnaître? Parce qu'il a fallu, c'est là que les choses sont importantes, il a fallu que, ces membres, ces dissidents du BA1, eux-mêmes entament la démarche de reconnaissance en disant c'est moi qui fais les bazotes. C'est une forme de militaire. Parce qu'il s'est passé une chose. Le BA5 a été formé, la Martinique officiellement dissidente, c'était avec Véry, etc. La guerre est finie. Il y a eu un administrateur provisoire nommé par De Gaulle, la Martinique devient indépendante. Non. Département, pardon. Et l'histoire officielle retient que la Martinique, BA5, dissidente, etc. Et ça s'arrête là. Ceux du BA1, quand ils sont revenus ici, ils ont constaté, et ça je parle, je crois, sans être jamais contredit là-dessus, quand ils reviennent, ils constatent que les gens qu'ils avaient quittés à la Martinique, qui étaient aux ordres de l'administration vichiste, ou servant l'administration vichiste, quand ils reviennent, ces gens-là sont gaullistes de gaullistes. Il y a eu un changement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et ils se sont dit, mais non, nous ne pouvons pas, nous, ayant pris des risques tels que nous avons pris, revenir et aller serrer la main de ces gens-là. Donc ils se sont mis en marche. Ils se sont mis à la marche. Je crois que bon, sont quelques-uns à avoir connu Henri Joseph, il s'est mis systématiquement dans la marche. Et c'est quand la vieillesse arrivant, il avait une sorte de révolte en lui. Hein, ils avaient tous cette révolte. Avec sa jambe là, je me souviens. Cassino. C'est là qu'il appelle ça. Ils ont tous, il y avait tous cette espèce de rage, cette revendication et cette fierté. Et qui n'arrivaient pas à nous communiquer. Eh bien, ils en sont décidés. Au moment, c'était en 4... C'était pour le 60e anniversaire. De monter sur la France. Ils sont montés le 50e anniversaire. Ils sont montés sur la France. Il y a 20 ans, anciens combattants, ils ont fait valoir leur titre d'anciens combattants, ils ont fait leur retraite. Et puis c'est là que les plus calmes d'entre eux se sont réveillés. Même si Henri Joseph était volcanique, mais il était plus calme parmi d'autres. Je sais de quoi je parle. Se sont décidés, mais attends, il faut qu'on revendique nos droits, il faut qu'on se mette en avant. Et là, ils ont pu aller fêter les 50 ans du débarquement et notamment faire un voyage à Royan pour quelques-uns. Et ils se sont inscrits dans les combattants. Et de là est venue l'idée, il faut qu'on reprenne notre place dans l'histoire, et l'idée de refaire un livre à partir de recherches historiques, etc. Ce qui n'a pas très bien marché parce qu'il y a un problème de compréhension entre le chargé d'histoire devant faire toutes les recherches et valider, et puis eux, c'est qu'ils sont encore vivants. Les historiens travaillent sur des documents, et pour avoir, ça m'a vexé quelques-uns, mais sur la matière morte, il y avait des vivants. Gabriel, le travail de Zantalsi, est-ce qu'il a été pour quelque chose? Il est fondamental. Fondamental. Ouais.
Le film qu'elle a fait est fondamental parce que ce film-là, pour la petite histoire, ce film vient après un premier documentaire qui a été jugé complètement raté, satisfait. Et là, elle réussit à faire un documentaire avec eux. C'est leur témoignage. Et les images viennent attester ce qu'ils, eux, racontent. Super. Et ça confirme. Donc de là, le truc est parti, il faut leur donner leur place. Rappelons-nous qu'il y a eu un gros incident à Fort-de-France, un 8 juin, il y a une dizaine d'années, où ces anciens dissidents étaient là, ces combattants, et il y avait un discours qui a été prononcé par Henri Joseph, et que le préfet avait demandé qu'on lui coupe le micro. Ouais. Parce qu'il disait ces 4 vérités aux autorités et civiles et militaires, et bien c'était le préfet qui était d'Assonville, le même préfet, un mois plus tard, rencontre ces dissidents, les reçoit et appuie la démarche de reconnaissance. Il était intelligent à sa vie. Ouais. Mais comment pouvait-on imaginer étouffer des gens qui étaient partis à la rame, certains d'entre eux, à la rame, cette Lucie. Comment pouvait-on imaginer cette Lucie, la Dominique J'en connais qui sont partis du Carbet, à la rame, et ils ont pu mettre leur voile au large du rocher du Diamant. Un gommier, hein. C'est pas bateau moteur, c'est pas un yole, c'est un gommier. La nuit. Avec un peu de biscuits secs, de pain assis. Et encore. On dit de petits mots sur le football quand même, oui, on ne peut pas y échapper. Alors, le match cet après-midi. Ouf, Gabriel, cet après-midi, oui, ouf. Ouais, bon, on n'est pas des critiques de football. Toi, tu vas nous écraser si on commence à parler de football, tu vas nous donner des termes techniques et de stratégie. Non, mais quand on est passionné de football, on aime le football. Donc, ouf, 3-1. C'était mal parti pour les Brésiliens. Marquant eux-mêmes un but contre leur camp. Non, mais il faut retenir qu'il y a eu 4 buts brésiliens. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Il y a eu 4 buts brésiliens. Une précision technique. Jeudi, c'était le match de cet après-midi parce qu'en fait, on enregistre cette émission la veille du jour. On ne fait pas de chiquet comme si on est. Et on est diffusé le vendredi, on enregistre. À l'époque, on faisait aussi en direct. C'était ouf. Ça veut dire que déjà la Croatie, que si quelques-uns pensaient que la Croatie était une équipe qui allait juste faire la figuration, se sont trompés. C'est une équipe où ils savent jouer au football. Ils savent jouer au football avec intelligence et aussi avec toute l'agressivité physique nécessaire. Bon. On s'en rendra compte notamment quand la Suisse va jouer contre la France, parce qu'une bonne partie des joueurs suisses sont originaires de l'ancienne Yougoslavie, dont des Croates, mais surtout des Kosovars, des Kosovars et des Serbes. Là, je pense que contre la Suisse, mais ceci étant, pour le Brésil, il fallait gagner. Parce que le Brésil est traumatisé. Imaginons qu'ils aient perdu. Aïe. Les grèves. Je préfère même pas imaginer ce qui serait arrivé. 1, à Scolari. 2, au pauvre Marcelo qui s'est retrouvé avec un ballon dans ses pieds qui échoue dans les filets de son équipe. J'imagine pas ce qui pourrait se passer pour eux. Parce qu'il y a juste une histoire à se rappeler. 1950. Le Brésil a besoin de matchs nuls contre l'Uruguay pour être champion du monde. Le Brésil perd ce match chez lui, au Maracana qui était tout neuf, 200 000 personnes, 2-1. Le buteur uruguayen, jusqu'à sa mort, je ne sais pas s'il est encore mort, mais il dit, il y a 3 personnes qui ont fait taire le Maracana. Le pape, j'ai un chanteur, je crois Elton John ou autre, et moi, en marquant le deuxième but, le stade de 200 000 personnes qui est silencieux. Donc le Brésil a toujours ça en tête. Il perd ce match-là, vous imaginez le traumatisme 74 ans plus tard. Alors il faut rappeler un truc qui est quand même important et qui va toucher un sujet délicat. Le gardien de l'équipe brésilienne de 1950 était noir. Et les entraîneurs et les dirigeants du football brésilien, pendant des années, ont interdit à un gardien noir de garder les buts. Faut rappeler ça. Hein. Et Barbosa qui est mort, Winley, pauvre, SDF. Quand une équipe télévisée européenne a pu enfin le localiser, il était dans la rue, il disait « Depuis 1950, je paie le seul crime que je n'ai pas commis, j'ai encaissé un but. » Belle fin, madame, monsieur, pour les prochains buts, non, pour les prochaines émissions que nous ferons. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée et
je vous remercie d'avoir été attentif à nos explications, un peu techniques, mais c'est important. Ô combien nécessaire. Ô combien nécessaire. Merci pour la chute. Au revoir les amis.